On supprimé de la réunion, commencer quand même. D'accord, donc effectivement, tout le monde est connecté, tout le monde est numérique aujourd'hui, tout le monde est digitalisé aujourd'hui. Et encore une fois, que ce soit les clients ou que ce soit les collaborateurs d'une entreprise. Un exemple tout bête, tout simple. Moi, en tant que salarié, j'ai été chef de projet en digital pendant un moment chez des agences en digital. Et effectivement, on vendait des prestations en digital pour nos clients. Et pour demander un congé, il fallait remplir un formulaire. Donc, il fallait remplir un papier, le déposer aux ressources humaines, le faire signer de notre supérieur, et ainsi de suite. Donc, le process normal pour demander un congé. Donc, effectivement, c'était, comme on dit en arabe, c'était contre nature qu'une boîte digitale garde quand même des process, effectivement, auxquels on n'est plus habitué. Donc, aujourd'hui, toutes les transactions maintenant passent via mobile. Donc, on peut acheter, se faire livrer n'importe quoi, même aujourd'hui dans des petites villes du royaume, peu importe où on est dans le monde. Aujourd'hui, l'expérience digitale, numérique, prend le dessus sur pas mal d'aspects de notre vie. Donc, il faut pour que chaque entreprise mette en place une stratégie digital first. Donc, sur l'ensemble des process, que ce soit interne ou externe. Donc, cela doit venir du top management. Donc, il faut bien sûr que le top management soit conscient, donc veut donc adopter une stratégie digital first et du conseil d'administration pour être pleinement intégré à la stratégie générale de l'entreprise. Donc, ceci est vrai pour les grandes entreprises, mais également pour les PME et TPE. Et pour les PME et TPE, c'est encore plus facile parce que en général, ils sont plus légers, ils sont plus agiles. D'accord? Donc, je souligne le mot agile. Donc, on va revenir sur ça un peu plus tard. Donc, effectivement, le digital first doit être étudié pour une mise en place, donc sur l'ensemble des process de l'entreprise, que ce soit et des départements de l'entreprise, que ce soit les départements en contact avec le client ou les départements internes. Donc, il faut que la même expérience, il faut qu'on offre pour asseoir, si vous voulez, une culture digitale. Il faut proposer la même expérience digitalisée, agile, rapide, instantanée, interactive à nos collaborateurs pour qu'ils puissent, pour espérer en tout cas, qu'ils puissent donner la même expérience utilisateur à nos clients. D'accord? Donc, effectivement, pour adopter le digital first, donc comme on a dit, il faut l'adopter dans l'ensemble des process métiers de l'entreprise. Donc, peu importe ce que c'est interne ou externe, j'ai cité l'exemple d'une demande de congé. Donc, ça doit être réglé de façon numérique. Aujourd'hui, demain, peut-être quelques-uns d'entre vous vont être dans le métier du commercial et vont devoir être remboursés sur des notes de frais. Donc aujourd'hui encore, on est en train de ramasser les petits reçus, le ticket de l'autoroute, le ticket du restaurant, les tickets en fait, de tout ce qu'on a pu consommer dans notre mission et revenir présenter une note de frais, la faire signer du DG, la faire signer du directeur du service pour être remboursé en fin de compte. Aujourd'hui, il y a plein d'applications mobiles où il suffit de photographier l'ensemble des éléments, donc des postes de dépenses. Une notification instantanément va aux différents décideurs pour valider la note de frais et être remboursé. Donc, l'ensemble des processus, et surtout les processus administratifs, doivent être donc digitalisés, doivent être repensés pour espérer adopter une transformation digitale profonde et pas que superficielle. Donc, d'habitude, effectivement, c'est les trois départements les plus faciles, en tout cas à digitaliser, les plus répandus. Donc, où on va penser d'abord transformation digitale, c'est le département commercial à travers l'adoption, par exemple, d'une boutique e-commerce, la relation client avec une plateforme en ligne
pour gérer la relation client et un CRM connecté. Donc, on citerait tout à l'heure des exemples. Dans l'approche marketing, donc aujourd'hui, c'est le premier département à s'être digitalisé depuis une dizaine d'années déjà, même au Maroc. Et donc, plein d'entreprises ont digitalisé leur marketing à un grand pourcentage parce qu'ils ont vu effectivement que c'est quelque chose qui peut être très, très performant. Donc, juste une petite parenthèse pour le CRM. Donc, je pense qu'on en a un peu discuté légèrement la dernière fois. Donc, aujourd'hui, il y a plein de CRM classiques, si vous voulez. Donc, c'est un outil assez vieux. Donc, ça a vu le jour depuis quelques dizaines, je pense, d'années. Et effectivement, aujourd'hui, on a plein de CRM qui ne sont pas connectés, liés à Internet. C'est-à-dire, aujourd'hui, je serais intéressé d'avoir un CRM connecté à mon compte Facebook, connecté à ma messagerie sur Facebook de la page. Donc, une fois que j'ai un message sur ma page Facebook, je reçois aussi le message sur mon CRM, connecté aussi au chatbot de mon site internet pour recevoir en fait le message. Donc, effectivement, encore une fois, dans mon CRM et garder l'information. L'un des meilleurs en fait CRM qui fait ça, c'est HubSpot. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez? Qui connaît HubSpot? Il a déjà vu? Quelqu'un? Donc, en fait, HubSpot, sur l'aspect conversation, toutes mes discussions via, que ce soit via Messenger, via mon chatbot tomberont ici. Et donc, j'aurai effectivement l'ensemble de mes discussions, de mes outils. Donc là, par exemple, c'était dans le cadre d'une conférence que j'animais et j'ai eu de l'une des participantes qui était sur le site de participation, donc sur la page de participation où j'ai également un chatbot. Donc, elle a posé une question, c'est apparu sur ma boîte de conversation. Je peux tout de suite transformer ce contact en prospect, lui attribuer donc un lead et ainsi de suite. Donc, tout le fonctionnement du CRM classique. D'accord? Donc, et effectivement, effectivement, c'est connecté aujourd'hui, c'est connecté donc, au métier, donc, à tous les aspects du digital, donc, à savoir le chatbot, donc la page Messenger, donc la page Facebook via Messenger, et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est juste une parenthèse pour souligner effectivement la différence entre un CRM classique du genre Odoo installé, Odoo à titre, donc entre parenthèses, c'est un ERP, c'est pas qu'un CRM. Je sais pas ce que vous faites la différence entre un ERP et un CRM. Donc, dans un ERP, il y a tous les modules, la facturation, la comptabilité, le CRM en soi, le marketing, et tous les besoins de l'entreprise. Donc, le CRM, ça se concentre surtout sur le client, donc sur la gestion de la relation client en amont et en aval. Donc, avant la vente et après la vente. Donc, en SAV aussi. D'accord? Donc, juste entre parenthèses, si on a le temps, on va voir un peu plus en détail l'aspect CRM. C'est quelque chose de très, très important, bien que très négligé encore en entreprise aujourd'hui. Donc, et en tout cas, par les utilisateurs. Il y a beaucoup d'entreprises. Je citerai par exemple par source sûre le groupe Omran. Donc, bien sûr, ça reste entre nous. On est entre nous. C'est pas une discussion publique, quoi qu'elle est en ligne. Groupe Omran, j'avais discuté avec l'un de ses directeurs. Et effectivement, eux, ils ont Salesforce. Donc, Salesforce c'est la Rolls-Royce des CRM. Donc, c'est le meilleur CRM qu'on puisse intégrer, à mon sens. D'accord?
Ça coûte énormément cher. Je pense que la mise en place a avoisiné les 20 millions de dirhams ou un truc comme ça. Et c'est pas utilisé par leurs commerciaux. Donc, effectivement, ça rejoint ce qu'on dit par rapport à la transformation digitale. Il faut que ça soit adopté par les utilisateurs. Donc, effectivement, ça sert à rien d'avoir le meilleur outil du monde si personne ne l'utilise. D'accord? Donc, effectivement, ça nous amène à justement instaurer la vision du digital à l'ensemble de l'équipe. De l'équipe. C'est la première chose à faire. C'est d'instaurer cette culture du digital. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est primordial pour l'entreprise aujourd'hui? Pourquoi il faut le faire pour que ça ne soit pas perçu comme une corvée en plus. On a cité encore une fois l'exemple la semaine dernière du CRM, encore une fois, pour le commercial qui fait son job tout au long de la journée. Et en fin de journée, il doit quand même saisir le reporting sur le CRM. Donc, c'est surtout une corvée de plus pour lui. Donc, ça ne va pas faciliter son travail. Et d'ailleurs, c'est la clé de la réussite d'un projet en transformation digitale. Est-ce que ça facilite le travail pour l'utilisateur? Donc, que ce soit en interne ou en externe, que ce soit le client ou effectivement le salarié en interne. Donc, c'est primordial, effectivement, que ça résout un problème, que ça facilite la tâche. Donc, parce que sinon, personne, effectivement, ne va adopter l'utilisation de cet outil, de cet nouvel outil qui vient ajouter une brique de plus de travail. D'accord? Donc, et effectivement, un projet démarre toujours par une vision commune, donc qui doit pas être partagée par l'ensemble des collaborateurs en interne. Nous parlons en l'occurrence de la vision du digital et de nombreux changements, évolutions et restructurations. Donc, ça implique toujours une restructuration, une nouvelle façon de faire. Donc, j'ai cité la note de frais, l'exemple de la note de frais. Ça ne va plus être remplir le petit formulaire et agrafer en fait les tickets de café, de restaurant, d'autoroute et ainsi de suite. Ça va être via une application mobile. D'accord? Donc, c'est toujours une restructuration, une nouvelle façon de faire que cela implique en interne. Donc, même si c'est pour des métiers en front office, donc en commercial, en marketing, ça implique une nouvelle façon de faire. J'ai cité l'exemple de HubSpot. Donc, il faut quelqu'un qui est toujours connecté pour qu'il puisse répondre sur le CRM, depuis le CRM, aux conversations de Facebook, aux différents emails, au chatbot du site Internet. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler, même de nouvelles façons d'envoyer des emails via le CRM. D'accord? Donc, l'outil centralise les tâches. Donc, en tout cas, pour moi, pour mon entreprise. Et c'est ici que je gère, même j'envoie des emails. Donc, la communication via les emails se fait directement depuis mon CRM. Et donc, effectivement, c'est une nouvelle façon de travailler, donc, qui doit être adoptée en interne. Donc, il s'agit dès lors de considérer le digital comme un univers permettant d'évoluer rapidement vers de nouveaux modes de consommation. Donc, et surtout, pour rejoindre effectivement le nouveau mode de vie de nos clients et de nos collaborateurs. Comme on a cité, on est tous connectés, on est tous sur nos mobiles, on a l'habitude de travailler, donc d'utiliser nos mobiles pour différentes choses. Et effectivement, ça rejoint nos nouvelles habitudes. Donc, même le travail rejoint ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc, vers le développement rapide de nouveaux services ou d'outils qui répondraient à des besoins émergents, par exemple. Donc, effectivement, quand on a l'habitude de travailler comme ça, en mode agile, encore une fois, je le souligne, on va y revenir. Donc, on réagit plus rapidement sur une demande, une éventuelle demande du marché, un besoin détecté donc auprès de nos clients. D'accord? Donc, effectivement, cela passe par une étape assez intéressante, assez amusante à mettre en place.
c'est le test des connaissances digitales et de la transformation digitale de notre entreprise, donc de notre métier. Donc, il y a plusieurs tests à faire en ligne. Celui-là est l'un des meilleurs, en tout cas, c'est l'un des qui me plaise le plus. Donc, je vous laisserai, vous aurez le lien d'aller le faire vous-même. Donc, ça, je ne sais pas est-ce que ça va être pertinent pour vous ou pas, mais en tout cas, parce que ça pose pas mal de questions dans un univers d'entreprise. Mais pour ceux, par exemple, d'entre vous qui travaillent déjà, vous allez pouvoir juger l'entreprise et l'univers de votre entreprise. Est-ce qu'il est digitalisé? Est-ce qu'il est en transformation digitale? Donc, effectivement, c'est un questionnaire de 21 questions pour dire, oui, est-ce que votre entreprise possède, par exemple, une culture propice à l'innovation et à l'adaptation permanente, donc en mode agile. Donc, elle est souple pour changer tout le temps ses façons de faire. Donc, ce n'est pas une façon rigide, traditionnelle de faire la chose. D'accord? OK, ainsi de suite. Donc, c'est un lien intéressant on va faire un petit test pour juste, si ce n'est juste pour s'amuser. D'accord? Donc, toujours, si, donc, pour beaucoup, la transformation digitale pourrait se limiter à des outils. Donc, effectivement, on croirait que la mise en place d'un CRM, d'un outil collaboratif et ainsi de suite, c'est ça, en fait, et de digitaliser en tout cas des process, c'est pas que ça. Donc, il faut savoir que la vision du digital, va bien au-delà, car il est nécessaire de savoir ce qu'elle permet et apporte à l'entreprise. Donc, si le collaborateur ne comprend pas l'enjeu en fait que ça représente, pourquoi il doit faire cet effort de s'adapter, d'adopter de nouvelles habitudes, il ne va pas adhérer, tout simplement. Donc, on a cité encore une fois l'exemple du commercial avec le CRM. C'est une histoire classique sur toutes les entreprises. Le commercial ne veut pas faire donc un double travail de saisie sur le CRM. Donc, sauf si s'il est convaincu, donc il va le faire que s'il est convaincu que ça va au contraire faciliter son travail. D'accord? Ça va lui permettre d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Et ainsi de suite. Donc, dans les grandes lignes, elle offre la possibilité de lutter contre les nouveaux entrants d'un marché qui vont immédiatement placer le consommateur au centre en cherchant à répondre à ses besoins latents. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour amener cette vision du digital, il est donc nécessaire de former ses collaborateurs. Donc, effectivement, ça passe toujours par des formations. Donc, c'est ce qu'on dit en fait toujours. Je vous ai dit la dernière fois que toujours pour un projet donc en fait de transformation digitale, on parle aussi de l'accompagnement au changement. Et effectivement, ça, c'est la formation des collaborateurs, non seulement à l'utilisation des nouveaux outils qu'on met à leur disposition, mais aussi pour changer leur mindset, donc leur façon de voir les choses, pour qu'ils puissent adopter effectivement cette nouvelle façon de faire. Donc, c'est ça vraiment le vrai challenge en fait de la transformation digitale. C'est pouvoir donc convaincre les personnes de changer leur habitude. Et c'est pas une chose facile. D'accord? Donc, la formation à la transformation digitale, donc les responsables en charge du pilotage des projets de transformation digitale seront les piliers du bon déroulement des actions menées en interne. Donc, ça va être le owner, en fait, le chef de projet. Plusieurs d'entre vous, je l'espère, Inch'Allah, dans très bien de temps. Donc, vous allez être les owners donc, du projet de transformation digitale. Donc, on va attendre de vous que c'est à vous, en fait, de représenter, en fait, le pilier sur lequel va s'appuyer tout le projet. D'accord? Donc, tel un chef de projet. Donc, c'est pas, en fait, que tel, on compare pas à un chef de projet, mais vous allez être un chef de projet. Donc, c'est le pilotage d'une mutation doit être à même de connaître les enjeux de la transformation digitale, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, avoir des compétences managériales et maîtriser l'ensemble des secteurs impliqués par ce changement. Donc, avoir une vision claire des objectifs précis
Donc, bien sûr, on dit euh, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où aller. Donc, c'est primordial de se fixer d'abord des objectifs. Je pense que vous connaissez le modèle SMART pour fixer un objectif qui peut me rappeler ce que représente donc l'abréviation SMART. Dans le cadre, bien sûr, donc pour fixer un objectif. C'est des grands classiques, je vous l'accorde, mais ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc, qui peut me rappeler c'est quoi SMART? Alors, volontaire? Allô, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, le S, c'est pour spécifique. Ouais, Et ok. le M, c'est pour mesurable. Le A Ouais, pour atteignable. ouais, Et le T, c'est pour temporellement défini. exactement. Vous avez oublié le R pour réaliste. Réalisable, oui. Ouais, ou réalisable, les deux sont corrects, bien sûr. Donc, effectivement, on a eu pas mal via chat aussi qui ont répondu. Je sais que c'est un truc classique, mais ça fait rien de rappeler de temps à autre les classiques. D'accord? Donc, effectivement, c'est pas ça. Pour tout projet, pour toute action que vous allez mener, il faut d'abord se fixer des objectifs. D'accord? Et donc, c'est le rôle effectivement du chef de projet, donc du owner du projet de transformation digitale, de rappeler à tout le monde quel est l'objectif à atteindre. Donc, ne pas perdre de vue l'objectif à atteindre. Donc, on parle en fait du chef de projet, du owner de projet, de l'agilité qu'il doit mettre en place auprès des collaborateurs. Donc, effectivement, on reviendra plus tard brièvement sur la façon Scrum pour la gestion de projet. Qui connaît donc les normes qui a déjà entendu parler du Scrum Master, donc la certification Scrum Master par exemple. Donc la méthodologie Scrum pour la gestion des projets, on va la voir très brièvement dans le cadre du cours parce que ça rejoint en fait l'esprit, si vous voulez, la démarche d'agilité qu'on veut instaurer à travers une transformation digitale. C'est quelque chose de très important à connaître. Et effectivement, on va le voir plus tard, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, brièvement. D'accord? Donc, effectivement, donc on l'a compris, ça passe d'abord par une culture interne et donc par une restructuration interne. Donc, on doit repenser l'entreprise pour qu'elle soit agile, donc repenser l'entreprise pour qu'elle soit customer-centric, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour qu'elle mette en avant, pour qu'elle, en tout cas, pour qu'elle se concentre sur un objectif principal de donner la meilleure expérience utilisateur possible, que ce soit pour ses collaborateurs en interne ou pour ses clients. Donc, ça passe par une restructuration donc, et une refonte de son organisation, qui sont une des phases les plus délicates, effectivement, parce que, encore une fois, c'est le changement qui fait peur. Donc, on va changer la façon d'être, la façon de travailler, mais relativement importante si on souhaite accélérer la transformation digitale, effectivement. Donc, elle nécessite de placer les ressources humaines au centre avec un plan où chaque collaborateur de l'entreprise devient un acteur du changement. Chaque personne en interne peut aussi potentiellement faire avancer l'entreprise sur des sujets spécifiques comme le développement de services en usant d'outils collaboratifs. Donc, on va le voir tout à l'heure. Les outils collaboratifs sont généralement des solutions en ligne qui permettent de gérer des projets à distance tels que Slack ou Trello, Basecamp et Taskworld et ainsi de suite, pour n'en citer que quelques-uns, effectivement. Donc, qui connaît, par exemple, Trello? C'est l'un des outils les plus connus de la place
en gestion collaborative de projet, qui a déjà utilisé Trello. Donc, moi et mon équipe, on l'utilise aussi pour certains de nos projets. Donc, en fait, nous, on utilise deux outils. Donc, et là, c'est mon compte, en fait, Trello. Et par exemple, sur un projet qu'on est en train de mener, c'est une ouverture en fait, d'un service digital à FES, donc une nouvelle ouverture qu'on est en train sur laquelle on est en train de travailler. Donc, effectivement, on est en collaboration avec un consultant externe et on travaille ensemble sur l'ensemble des choses à faire. Donc sur l'aspect marketing, opération, donc l'opérationnel et la direction. Donc, effectivement, c'est pour chaque chose on pourrait donc commenter, discuter sur chaque action, mettre un deadline, date limite, une checklist à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil magnifique de collaboration. Et en fait, le consultant est à Rabat, je suis à Casa, mes équipes sont à Fès. Donc, on travaille comme si on était assis l'un à côté de l'autre. D'accord? Donc, et on discute. Donc, ça permet aussi d'organiser le travail. Et ça permet en fait une certaine socialisation de la gestion de projet. Donc, c'est comme si on était sur Facebook ou un réseau social interne à l'entreprise et on est en train d'échanger, de penser, de collaborer, de brainstorming. Donc, effectivement, donc le brainstorming, on discuter un peu plus tard. C'est quelque chose aujourd'hui de primordial pour l'avancement d'un projet et pour la construction collective d'une idée, donc d'un projet, d'un produit, et ainsi de suite. Et c'est encore plus important dans la gestion d'un projet en transformation digitale. Donc, parce que on est amené à être innovant. Donc, on est amené à imaginer une nouvelle expérience utilisateur, à proposer une valeur ajoutée à nos utilisateurs. D'accord? Donc, on disait, ouais, brainstorming, c'est la tempête des idées, c'est le fait de s'asseoir pour faire plus simple, s'asseoir tous ensemble et on commence à citer les idées qui nous viennent à l'esprit, les noter et retenir par la suite les plus pertinentes pour les restructurer, les travailler en un vrai service ou projet. Donc, et effectivement, collecter un maximum d'idées nouvelles sur un thème donné. Et effectivement, ça fait appel à l'intelligence collective. Donc, c'est pas moi, le patron, qui va réfléchir et trouver l'idée miracle et venir la partager avec mes collaborateurs. Donc, c'est grâce à nous tous qu'on va trouver la bonne idée. D'accord? On va revoir tout ça dans quelques instants. D'accord, donc pour continuer, donc cette restructuration, cette refonte ne peuvent être amorcées sans une vision globale et pour cela, le personnel doit, dans un premier temps, être formé et prêt à avancer dans cette transition. Donc effectivement, avec ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles façons de prendre. Donc, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà et qui ont déjà fait des stages, on pourrait voir certaines pratiques, comme on dit le as usual, donc on fait comme on a l'habitude de faire, et qui sont plus d'actualité. C'est révolu. On tient encore sur certaines administrations un registre, le grand cahier comme ça pour noter les congés, par exemple, du personnel, combien il en reste. Donc, c'est effectivement des choses qu'on voit encore à l'ère du digital en entreprise. Et donc là, si on a une entreprise qui fonctionne encore comme ça du côté administratif et qu'on vient essayer de digitaliser certaines fonctions, ça ne va pas coller parce qu'il n'y a pas la culture, encore une fois. On insiste beaucoup dessus parce qu'effectivement, c'est la chose la plus importante pour la réussite de ce projet, donc la réussite de la transformation digitale. D'accord? Donc, on doit former donc, toutes les personnes concernées. Cette phase délicate doit faire appel à un renfort en matière d'accompagnement
afin d'aider chaque salarié à trouver sa place au sein de l'entreprise. Donc, beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Donc, au lieu que ce soit le patron lui-même qui vient, même s'il est bon dans ça, qui vient en fait gérer ça, on fait appel à des prestataires externes. Donc, j'ai eu la chance de participer à pas mal de projets dans ce sens en tant que prestataire externe. Et effectivement, on accepte plus les nouvelles idées venant de quelqu'un d'externe, quelqu'un qui va venir avec de nouvelles idées, qui va venir donc effectivement en essayant de faire évoluer les choses. Donc j'ai eu la chance de partager pas mal de projets avec de grandes structures au Maroc. De là, donc, et je pense pour nous tous ici, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas pour vous, qui vous êtes demain les futurs cadres, donc c'est une chose sur laquelle il faut se concentrer, donc la transformation digitale, la digitalisation des process. Pour vous, c'est natif encore, c'est un avantage de plus parce que vous êtes dedans tout le temps, donc vous avez grandi dedans. D'accord? Donc, c'est nous un peu moins, notre génération un peu moins, la génération d'avant encore moins. D'accord? Donc, effectivement, pour vous, ça va être plus facile d'appréhender tout ça. Donc, le travail collaboratif, pour insister dessus, pour l'ensemble des équipes. Donc, effectivement, dans le cadre de projets comme ça, on a des équipes multidisciplinaires. Donc, on va avoir des gens du marketing, des finances, de l'administration, des ressources humaines et ainsi de suite, parce que ça implique. Vous voulez dire quelque chose? Khadija. Non? D'accord. Donc, donc, ça implique une restructuration globale de tous les départements. Donc, effectivement, pour répondre à un besoin de transformation digitale. Donc, chaque étape amorce logiquement la suivante. Donc, effectivement, donc, tout le travail sur chaque étape dépend de l'étape d'avant, d'accord? Donc, pour ici évoquer le travail collaboratif des équipes, les collaborateurs devront travailler dans une dimension de partage, dans le but de mettre l'ensemble de leurs capacités et de leurs compétences en commun, donc travailler ensemble, d'accord? Donc, effectivement, c'est quelque chose en tant que Marocain qui nous fait défaut. Donc, il faut essayer de mettre cette culture en place. En tout cas, c'est quelque chose de très important quand on veut, effectivement, si on veut avoir des entreprises euh, donc, qui peuvent être compétitifs au niveau national ou même international. D'accord? Donc, il faut avoir cette culture, cette volonté de faire partie d'une entité, d'une entreprise qui brille au niveau international. Donc, c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui, donc pour la plupart en tout cas. D'accord? Donc, les projets à piloter en interne peuvent aussi s'accélérer grâce aux outils de travail collaboratif cités précédemment. Donc, Slack, Trello et ainsi de suite. Un axe idéal quand on travaille à l'international est que de nombreuses filiales sont implantées dans les différents pays. Donc, effectivement, il y a certains projets dans des entreprises multinationales où il y a une équipe constituée de plusieurs personnes dans plusieurs pays. Ils travaillent tous ensemble via des outils comme ça. Donc, on a cité Trello. On utilise aussi Asana. Donc, chez nous, Asana, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un outil qui a été mis en place par les équipes de Facebook. D'accord? Au début, c'était un outil propre, donc interne à Facebook. Et puis, ils ont monté une entreprise à part pour justement donc mettre en place le projet. Donc effectivement, encore une fois, c'est un projet collaboratif, c'est un outil collaboratif. C'est pas la même réflexion que Trello, c'est autre chose. Donc c'est une vraie gestion de projet donc c'est organisé comme vous pouvez le voir par projet. Donc ici on a les différentes personnes qui sont dans le projet. Si on rentre, on trouvera
donc les différentes rubriques des tâches qui sont toujours en cours, la timeline. Effectivement, c'est un outil. Donc, en fait, on est en train de switcher vers Trello. On ne paye plus en fait la version premium de l'outil. Donc, mais normalement, dedans, vous êtes en train de voir la petite vidéo, mais dedans, on pourrait avoir une timeline. Donc, c'est comme un. Si vous avez déjà travaillé avec MS Project de Microsoft, donc c'est comme un diagramme de Gantt. Donc, ça va mettre les différentes tâches à faire en interdépendance les unes des autres sur une timeline, sur un calendrier pour planifier l'ensemble des tâches. D'accord? Mais ils ont un calendrier classique. Donc, un calendrier classique où on a effectivement par mois, par année, ce que vous voulez. Donc, on a l'évolution des tâches. D'accord? On a le progress, donc on peut avoir en fonction des tâches la progression du projet et le forum, donc on peut discuter sur le projet et créer des thèmes, donc des sujets comme un forum que vous connaissez en fait en ligne, les différentes conversations comme un petit réseau social et la gestion des fichiers, donc des files. Donc effectivement, sur chaque tâche, on peut donc l'affecter à une personne et avoir toute la discussion sur ça, toutes les pièces jointes et ainsi de suite sur la même place. Donc c'est un peu la même chose sur Trello, mais Trello, la gestion en fait de projet se fait comme la gestion sur des post-it. Et donc ça rejoint, c'est plus facile à mettre en place parce que ça rejoint donc la façon classique de faire, ce qui est de mettre des post-it sur le mur pour gérer les différentes tâches et l'évolution du projet. D'accord? Donc, c'est pour ça on est en train de passer, on est en train de switcher vers Trello. Et encore plus parce que l'application mobile de Trello est beaucoup plus développée que l'application mobile de Asana. Donc, effectivement, Asana sur desktop, c'est excellent, mais sur mobile, ça laisse à désirer. D'accord? Donc, pour la parenthèse, des outils collaboratifs, c'est quelque chose de très, très important, même pour votre vie privée. Donc, tous les outils que je vous ai montrés ont une version gratuite. Donc, par exemple, sur la version gratuite de Trello, il y a énormément de fonctionnalités. C'est pas comme Asana où il y a plein de choses verrouillées. Donc, vous pouvez l'utiliser même dans le cadre de votre vie personnelle pour vous organiser et organiser toutes les tâches que vous avez à faire. Et en collaboration, soit avec vos amis ou vos membres de famille, et ainsi de suite. Moi, je l'utilise, j'ai une post-it, par exemple, pour plaisanter un petit peu, pour les courses que je dois faire. Donc, ma femme me met ce que je dois faire directement sur Trello sans appel, et gérer ça par les appels. Et voilà, j'ai oublié d'acheter ça, j'ai oublié de faire ça. Donc, effectivement, je peux gérer parce qu'elle a compris que voilà, c'est comme ça que je marche. Donc, elle s'adapte aussi. Donc, on transforme même ça, on transforme donc, on parle de transformation digitale de la relation du couple. Donc, effectivement, euh, on a parlé de Asana. Donc, Asana, c'est l'un des, d'ailleurs même Trello. Donc, il faut retenir que c'est l'un des outils pour la gestion de projets agiles. D'accord? Donc, agile, c'est à noter, c'est très, très important. Je ne sais pas, est-ce que quelques-uns parmi vous savent déjà, donc sont déjà dans l'univers de la gestion de projet, de la gestion de projet en mode agile. Donc, le Scrum, c'est l'une des façons de gestion de projet en mode agile. Donc, il y a plein de façons. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît? Est-ce que quelqu'un connaît, a déjà entendu parler de ce que je suis en train de dire? Non.
D'accord. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, de très demandé sur en fait, sur le marché du travail. Pour ceux d'entre vous, surtout qui sont en marketing, qui sont pas en finance, donc en M2, qui seront pas en finance, et même d'ailleurs en finance, parce qu'aujourd'hui, on parle de gestion de projet dans l'ensemble, en fait, des départements de l'entreprise. Si vous arrivez à vous certifier donc en parallèle avec votre formation sur les méthodes Scrum, par exemple, ça va être excellent pour votre carrière. Donc en fait, je vais vous envoyer un petit lien ici dans le chat. C'est les Scrum Master. Donc, je pense que la certification, ça coûte un truc comme 1000 dirhams ou un truc comme ça. Si je me rappelle bien. Voilà, Scrum, c'est sur scrum.org. Donc, certification. Donc, il y a plein de certifications, mais la première, c'est la professionnelle Scrum Master, donc PSM1. Donc, bien sûr, il faut commencer par le 1, le 2 et le 3, mais c'est déjà pas mal si vous êtes certifié en parallèle de vos études sur la 1. D'accord? Donc, ici, bien sûr, il faut se loguer. Je vais partager ce lien. Comme ça, les personnes qui sont intéressées peuvent y accéder. C'était une petite parenthèse. On va voir en quoi consistent donc, les méthodes Scrum par la suite, si on a le temps. Mais c'est quelque chose de très, très important, effectivement. Donc, quand on parle de collaboration, donc effectivement, quand on parle de collaboration, il faut ouvrir une parenthèse très, très importante. C'est pas un truc nouveau. Je ne sais pas, normalement, ça existe depuis les années 50. Et effectivement, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça. En tout cas, le fondateur de cette technique, on va voir, c'est celui qui a parlé en premier lieu de la technique du brainstorming. Donc, c'est la même personne. On parle de design thinking. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu parler du terme design thinking? Quelqu'un? Non. OK. Donc, le design thinking, c'est le fait de penser comme le ferait un designer et d'être aussi créatif, justement. Donc, de penser à des idées innovantes. Et donc, effectivement, un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un publicitaire américain, avait justement instauré toutes ces techniques-là. Bien sûr qu'il a révolutionné et fait évoluer au cours du temps pour effectivement proposer aux entreprises de mettre en place des projets, des produits, des services innovants. Donc, qui s'inscrivent dans l'innovation, dans la nouvelle, encore toujours faire les choses autrement. Et donc, effectivement, ça vient pour répondre à des challenges. Donc, ça s'inscrit pleinement dans la transformation digitale. C'est comme si c'était fait pour. Et donc, ça vient pour répondre à des challenges de la transformation digitale. Parce qu'effectivement, pour de nombreuses entreprises, le problème qui se pose n'est pas de vouloir ou non de se digitaliser, mais de savoir comment le faire. Et surtout, comment surmonter les défis rencontrés dans presque tous les niveaux du projet de la digitalisation. Donc, c'est pas que le comment, mais c'est aussi le quoi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui si une entreprise, par exemple, une banque, par exemple, pour citer, une banque propose des crédits, d'accord, à ses clients, et il faut prendre rendez-vous avec le conseiller, aller le voir pour qu'il puisse vous présenter les différents, en fait, les différentes possibilités qu'il y a. Donc, on a aussi un exemple du télécom.
On a un exemple vivant du télécom d'ailleurs, même marocain, on l'a vu, je pense, la dernière fois. C'est en fait pour Inouï qui a proposé le service Win. Je ne sais pas est-ce que vous avez déjà vu ça, mais effectivement, Win, on peut entrer. Donc, je pense que c'est très, très innovant. Donc, ça s'appuie d'ailleurs sur Salesforce, donc le CRM dont on a parlé. Et donc, effectivement, on peut nous-mêmes configurer comme on le souhaite notre forfait. Donc, on peut changer le forfait à notre guise. Euh, Pardon, voilà. Donc, on peut augmenter ou diminuer le volume des gigas en data, le nombre d'heures qu'on souhaite en appel, les SMS illimités, et de voir combien ça coûte sans à parler, en tout cas, la première des choses et la plus importante, euh, en fait, non, moi je suis pas d'accord. Ça dépend en fait de la couverture de Inouï. Moi, je l'ai testé, je suis très satisfait. Je suis très satisfait, mais la couverture, c'est une autre histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la transformation digitale encore une fois, le service client, c'est pas la transformation elle-même, mais c'est la culture en entreprise. Donc, effectivement, ça rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que le service client laisse ou pas à désirer, c'est qu'on ne l'a pas adopté correctement. D'accord? Donc, c'est que, effectivement, on a travaillé sur l'outil digital, mais on n'a pas travaillé sur la culture, en fait, derrière. D'accord? Mais en soi, c'est quelque chose d'innovant. Donc, l'outil, c'est quelque chose d'innovant. Donc, effectivement, ça répond à notre discussion de tout à l'heure. C'est le quoi et le comment. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Donc, moi, personnellement, quand je vais en agence, il y a le conseiller qui essaie de vous vendre le truc où il a le plus de commissions. C'est pas forcément euh, l'abonnement qui vous va le plus. Donc ici, c'est en tout cas la même expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, on est tout le temps confronté à des applications, des sites Internet où c'est totalement automatisé. Donc, effectivement, on a maintenant l'habitude de faire ça. Et donc, on est plus à l'aise, si vous voulez, à décider nous-mêmes sans une intervention externe. D'accord? Parce on n'aime plus être sollicité justement par des commerciaux et ainsi de suite. On prend notre décision nous-mêmes. D'accord? C'est un exemple. C'est un exemple. On peut aimer ou pas, bien sûr. Donc, et donc effectivement, les challenges de la transformation digitale vont être nombreux. Donc, on va présenter quelques-uns avant de s'intéresser à ce qui nous intéresse, à savoir le design thinking. Donc, la résistance au changement, on en parle depuis tout à l'heure. Donc, on peut mettre en place le meilleur service, le meilleur outil du monde. Si on a un monsieur, euh, le service client, pour reprendre l'exemple de Win, qui nous bousille l'expérience utilisateur du client final, on a perdu. D'accord? Donc, ils ont investi énormément d'argent pour développer tout ça. Il y a un monsieur qui a fait que vous êtes mécontent du service. Et donc, que vous êtes mécontent de l'entreprise, de l'expérience qu'il vous propose à travers cette transformation digitale. Donc, c'est la vraie raison, en fait, sur ça, c'est cette résistance au changement. Parce que, effectivement, c'est plus le commercial qui va essayer de vous amener à ce qu'il veut vous vendre comme avant, mais c'est vous-même en tant que client que c'est à vous de prendre la décision d'acheter ou pas, donc de configurer votre abonnement. Donc, ça enlève justement ce pouvoir qu'avait le commercial et ça vous donne à vous, utilisateurs, le pouvoir de prendre une décision, d'interagir avec Inouï tout au long de la journée, matin et soir, même le week-end. Et donc, ça change les habitudes. Si l'équipe derrière ne suit pas derrière,
n'adopte pas les bons réflexes, effectivement, ça va être un outil de plus, et rien d'autre. D'accord? Donc, c'est surtout ça, c'est la résistance au changement, parce qu'on ne veut pas faire les choses autrement, on veut continuer de faire de la façon qu'on a eu l'habitude de faire. Donc, effectivement, c'est pour cette raison qu'une grande partie des projets de transformation échouent. Donc c'est surtout ça. J'ai cité aussi tout à l'heure l'exemple de l'Omran. Malgré des investissements colossaux, par exemple le Omran ou Win de Inouï, quand on met un projet basé sur Salesforce, ça coûte les yeux de la tête. D'accord? Donc c'est excessivement cher, surtout si on développe des choses spécifiques basées sur Salesforce, c'est vraiment une solution chère. D'accord? Donc, et effectivement, tout cet investissement-là n'a servi à rien si les personnes derrière ne l'adoptent pas, ne travaillent pas autrement pour offrir au client final l'expérience utilisateur attendue. D'accord? Donc, qui peuvent y être alloués côté acquisition et maîtrise de la technologie. Donc, effectivement, c'est ce qu'on était en train de dire. Donc, cette technologie, quoique puissante, c'est comme si on était en train de parler de Win, n'est pas encore assez sophistiquée pour fonctionner par elle-même. Donc, c'est pas comme un film de science-fiction où elle va fonctionner d'elle-même, quoi qu'on est en train d'approcher à ce niveau-là. Et donc a des besoins humains pour tirer pleinement parti de ses avantages et bénéfices. Mais si les collaborateurs n'y voient qu'un bouleversement d'un état initial stable, donc ils ont l'habitude de travailler en agence, le client vient, il est le petit roi de son agence, il vous oriente là où il veut, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui prenez le pouvoir. Donc, ils résistent. Ils résisteront, c'est normal, sans nul doute à cette transformation et au nouveau mode de fonctionnement, consciemment ou non. D'ailleurs, consciemment ou non, c'est très, très important. Donc, qu'ils le fassent d'une façon consciente, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire non, moi, j'adhère pas, ou juste d'une manière inconsciente. Donc, ils vont résister parce qu'on est comme ça en tant qu'être humain, on résiste au changement de façon naturelle. D'accord? Donc, le deuxième challenge, l'un des plus importants en tout cas, et où il y a derrière les plus grands enjeux, c'est la valorisation de la data. D'accord? Donc, on en parle depuis le début de ce module. On a dit que le web a évolué vers un web sémantique, un web basé sur la data, sur la big data. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas encore à exploiter la puissance de cette data, à la valoriser, à l'utiliser correctement. Et donc, avec les outils d'analytics, même avec les outils d'ailleurs d'analytics qui deviennent plus abordables et faciles à manipuler. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est pour ne citer que le web, que les outils digitaux, donc pour analyser tout ce qui se passe sur un site internet, par exemple, on a Google Analytics, juste pour donner l'exemple, qui est un outil gratuit de Google. Donc avec votre Gmail, vous pouvez créer un compte. Donc effectivement, ça peut, par exemple, vous dire une donnée comme ça. Donc on va essayer de voir un exemple. Donc, sur un compte d'un client en e-commerce, on a un rapport qui, je ne sais pas qui d'entre vous, encore une fois, est familier avec ça. Donc, on a un rapport qui nous dit d'où nous viennent les visiteurs sur notre site internet de Facebook, d'Instagram, et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'ils ont acheté, et pour combien d'argent, combien de chiffre d'affaires. Et donc, on peut croiser la donnée de la source du trafic, qu'est-ce qu'ils ont acheté, et se concentrer par la suite sur les sources, donc sur le canal marketing qui nous rapporte le plus. Donc, c'était juste un exemple, ça peut être dans tous les sens. Donc, on a énormément aujourd'hui d'outils qui nous permettent d'analyser
plus ou moins faciles à utiliser qui nous permettent aujourd'hui d'analyser toute la data dont on dispose. Donc aujourd'hui, en mettant en place un site web, on a des visiteurs, on a énormément de data sur le comportement de nos visiteurs sur notre site. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils regardent en tant que vidéo, qu'est-ce qu'ils lisent, et ainsi de suite. Donc, et beaucoup d'entreprises, la majorité en tout cas, n'exploitent pas cette data correctement. Donc, pour ne parler que de l'aspect marketing. Donc, on a énormément d'aspects. Donc, toute la data qu'on collecte sur le CRM, les échanges qu'on a avec nos prospects et ainsi de suite, ça aussi, c'est une data à exploiter. D'accord? Donc, si ces data peuvent être une vraie mine d'or pour mieux guider les décisions de l'entreprise, on a cité un exemple dans le marketing, dans une perspective data-driven, donc d'ailleurs on appelle le data-driven marketing, c'est le marketing basé, et donc les décisions marketing basées sur la data. Donc c'est parce que j'ai vu sur Analytics que les visiteurs Instagram âgés entre 24 ans et 30 ans achètent le plus, que pour ma prochaine campagne, je vais me concentrer sur Instagram et sur cette tranche d'âge. D'accord? C'est ce qu'on appelle une data-driven marketing. C'est une prise de décision basée sur la data, sur la connaissance que j'ai acquise via la collecte de la data. J'espère que je vous ai donné un exemple concret pour comprendre ça. Donc, la majorité des organisations, notamment les plus petites, ne savent pas comment les exploiter. Et moi, je dirais au Maroc, c'est plutôt l'inverse. C'est notamment les plus grandes qui ont une façon de faire archaïque, classique, qui ne bouge pas. Et en tout cas que les personnes, en fait, ne souhaitent pas faire bouger parce qu'ils sont à l'aise dedans. Où ils ne vont pas chercher justement à exploiter, à faire autrement. Donc, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. D'accord? Alors, le design thinking, face à ces nombreux challenges, chaque projet de transformation doit être traité comme étant à la fois global et unique. Pour y parvenir, l'un des frameworks, donc le framework, c'est le cadre de travail, les plus complets et les plus adaptés à cette situation, est le design thinking. C'est la façon de faire les plus adaptés. Donc, on parle de collaboration, on parle d'adhérer, de faire adhérer les équipes. Et effectivement, c'est le design thinking est l'une des façons les plus amusantes, en tout cas, à faire ça. D'accord? Donc, on va voir une petite vidéo qui présente le design thinking de façon globale. Abiloès. Dites-moi si le son est clair. Nous avons tous vécu des réunions interminables pour parler de nouveaux projets à développer. Nous avons tous participé à des projets qui mettent parfois plus d'1 an avant d'être lancés ou qui restent dans le pire des... On va revoir la vidéo parce que ça ne bouge pas. On va le voir directement sur Facebook et sur YouTube. Abiloès. Nous avons... Ça ne veut pas bouger. Abiloès. On va le voir sur un autre écran. Donc, la présentation. Donc, je représente. Abiloès. Nous avons tous vécu des réunions interminables pour parler de nouveaux projets à développer. Nous avons tous participé à des projets qui mettent parfois plus d'1 an avant d'être lancés ou qui restent, dans le pire des cas, au stade du PowerPoint. Tout cela peut être aujourd'hui changé grâce au design thinking. Dans un monde de réseau où l'information est accessible à tous, c'est l'intelligence collective qui permet d'innover. Le design thinking crée les conditions de la créativité, de la collaboration transverse et de l'expérimentation. Démocratisé par l'agence américaine IDEO dans les années 90,
le design thinking s'inspire de la méthode, de la pensée et de la boîte à outils des designers. Processus d'innovation, il s'appuie sur 3 piliers fondamentaux: l'humain, l'expérimentation et une méthodologie basée en 5 étapes. L'humain est au cœur des réflexions dans la méthodologie design thinking. Cette méthode est centrée utilisateur. Quel est le mode de vie des personnes pour lesquelles on innove? Quelles sont leurs habitudes, leurs craintes? Tel un anthropologue, vous partez en observation et en immersion auprès de vos utilisateurs pour mieux les comprendre. Un maître mot est à garder à l'esprit: l'empathie. Dans une démarche design thinking, vous vous mettez à la place d'eux, mais vous ne pensez pas à la place d'eux. L'humain est tout aussi important lorsque l'on parle de l'équipe qui se réunit pour penser à de nouveaux produits ou services. En effet, c'est l'hétérogénéité du groupe qui est à favoriser afin de réunir, le temps d'un atelier et en fonction du sujet, des profils pluridisciplinaires tels que le marketing, le développement informatique, le design ou encore les ressources humaines. Un prototype vaut mieux que 1000 réunions. Cette phrase résume l'importance de l'expérimentation et du test. Lors d'ateliers de design thinking, hors de question de rester au stade de l'idée posée sur le papier. Non, on passe de l'idée à l'action grâce au prototypage rapide. Prototyper n'est pas simplement un moyen de valider votre idée, c'est une partie intégrante du processus d'innovation, car créer permet de penser, de s'aligner avec ses équipes et d'apprendre. C'est pourquoi une interaction étroite avec les utilisateurs est nécessaire afin de lancer cette dynamique de test et d'itération en continu. Ces apprentissages sont incontournables sur des marchés en évolution rapide. Le design thinking se résume en un processus qui se décline sur 5 étapes. L'immersion, où l'on définit quel est le pain point ou point de douleur majeur des utilisateurs. L'idéation, qui est le moment de la génération d'idées en quantité. La décision, nécessaire pour asseoir une idée commune au sein d'un groupe. Le prototypage, où l'idée sélectionnée sera créée. Enfin, la phase de test est dédiée à valider vos hypothèses en ayant des retours utilisateurs pour itérer. Plusieurs écoles coexistent sur les étapes de la méthodologie. Malgré les découpages en 3 ou en 10 étapes, gardez à l'esprit que l'ambition reste la même. Innover pour ses utilisateurs, passer à l'action et apprendre de ses essais grâce à la construction d'un prototype. À vous de tester et de choisir la déclinaison qui correspond le mieux à votre organisation. À présent, je vous propose un exercice concret. Pensez à 3 projets passés qui ont trop traîné en longueur et sur lesquels vous auriez pu entreprendre une démarche design thinking. Comment pourriez-vous imaginer votre projet aujourd'hui en mettant en œuvre cette méthodologie? Donc, c'est assez intéressant. Effectivement, on va revoir toutes les étapes du design thinking en détail tout de suite. Donc, je vais vous laisser en plus. Donc, bien sûr, la vidéo est dans le support du cours, mais je vais aussi partager avec vous le lien, comme ça pour ceux qui souhaitent la revoir. C'est plus facile à trouver. Mais je vous invite également donc, à aller voir une conférence, en fait, qui a été menée par un consultant, en fait, en design thinking, sur une école, dans une école d'ingénieurs, en fait, française. Et j'aime bien ce qu'il a dit dedans. Donc, il parle en général, en fait, pas uniquement dans le cadre de la transformation digitale, mais il parle dans le montage, en fait, d'une start-up, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle application, et ainsi de suite. Donc, comment on peut utiliser le design thinking pour effectivement mettre en place
une chose qui marche. Donc, en fait, c'est une conférence. Je vais aussi mettre le lien de la conférence sur Moodle, donc sur l'outil e-learning que vous avez. Et donc, effectivement, c'est une conférence qui fait partie, donc c'est pas juste de la documentation, qui fait partie du cours. Et je vais même poser quelques questions dans mon test par rapport à ça, par rapport à ce qu'il dit donc dans la conférence. Donc, c'est quelque chose de très important à voir, d'accord? Donc, elle fait 1 heure, je pense, ou 1 heure et quelques. Donc c'est pour ça que j'ai pas souhaité la mettre dans le cadre du cours, pour ne pas gaspiller en fait le temps qu'on a ensemble. Mais c'est impératif de l'avoir. Donc croyez-moi, donc ces outils-là dont on est en train de parler, donc la gestion de projet en mode agile, Scrum, par exemple, le design thinking, être capable de mener à bien une transformation digitale, c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer demain en entreprise. D'accord? Donc, c'est quelque chose, je ne vous parle pas de concept, juste de concept marketing théorique ou de concept de gestion théorique. C'est quelque chose qui est à l'ère du temps, qui est à la mode aujourd'hui, qui est très, très demandé dans le secteur du travail aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous conseille vivement de passer du temps sur ce module, donc de lire des choses sur ce module. Je vais partager sur Moodle encore une fois quelques livres blancs en fait sur la transformation digitale, donc en accompagnement avec le cours qu'on est en train de faire. OK? Donc on continue. Donc effectivement, le design thinking en fait est une méthodologie. Donc c'est l'évolution, si vous voulez, je ne sais pas ce que vous avez fait la liaison, mais c'est l'évolution normale et logique du brainstorming, donc du stade où euh, on va chercher l'idée jusqu'à créer un prototype ou ce qu'on appelle dans l'univers des startups, créer un POC. Qui connaît en fait le POC? Ça correspond à quoi comme abréviation? Qui a déjà entendu parler de ça? C'est en anglais. Quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Monsieur, Oui. quelle était la question? Donc en fait, qui connaît à quoi correspond le POC dans le cadre d'un projet? Peu importe le projet, est-ce que c'est en transformation digitale ou autre? Le POC. POC. Donc, c'est une abréviation en anglais. Donc, voilà, je vais le dire. Proof of concept. Exactement, c'est le proof of concept. Donc, c'est l'objet, en fait, même, c'est l'objectif même du prototype. Quand on fait un prototype, c'est pour prouver que notre concept marche, que, effectivement, donc c'est beaucoup mieux, comme elle a dit la dame sur la vidéo, ça vaut 1000 réunions. Donc, le fait d'être en réunion tout le temps, en tout cas, pour ma part, j'ai participé à des réunions marathon pour discuter d'une chose. La meilleure des choses qu'il fallait faire, c'est de mettre un prototype, mettre un POC quand c'était possible. Donc, ce qui est intéressant avec le digital, avec une transformation digitale, c'est qu'on peut mettre un prototype, on va le voir tout à l'heure. Oui, Mohamed, tu voulais dire quelque chose? C'est la démonstration ou démontrer la faisabilité de notre projet, la réalisation de notre projet. C'est surtout donner aux utilisateurs en fait l'occasion de le tester. On en parlait justement, on a parlé par rapport au design thinking, c'est donner à l'utilisateur de manipuler une version miniaturisée, une version plus légère du projet, et donc de voir, de tester, de voir leur réaction, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé, effectivement. Et d'ailleurs, le monsieur, la conférence que je vous ai mis, dont je vous ai mis le lien, on parle parce que c'est primordial, parce que effectivement, on va voir rapidement est-ce que notre projet va marcher ou pas.
Et donc, le coût donc, global en temps, en argent qu'on va investir dedans, si ça échoue, en fait, on va perdre beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins d'argent, donc en conséquence, sur ce projet qui ne va pas marcher. Et ou l'inverse, c'est de comprendre directement que le projet est effectivement intéressant, qui va être adopté par les utilisateurs. Donc, et là, je souligne que sur la vidéo, elle parle d'utilisateurs, donc elle ne parle pas de clients ou de collaborateurs, c'est l'ensemble en fait. Parce que, par exemple, pour revenir à l'exemple de Win, de Inouï, donc derrière, il y a un utilisateur, un salarié de Inouï qui a fait que monsieur, en fait, que monsieur Belkziz n'a pas aimé donc l'expérience utilisateur. C'est qu'il y a eu quelqu'un derrière qui n'est pas donc on pourra facilement restructurer le projet. Exactement, exactement. Donc, effectivement, on a tout de suite. Donc, en fait, surtout dans les projets donc digitaux, si vous voulez, on est en train de parler de concepts. Par exemple, si aujourd'hui, je demande à chacun d'entre vous de décrire à sa façon Instagram. Donc, chacun va le décrire et quelqu'un qui n'a jamais connu Instagram, en face de vous, va l'imaginer à sa propre sauce. D'accord? Donc, effectivement, on aura l'impression de parler de la même chose, mais chacun va comprendre le projet à sa manière, en fonction de son background, en fonction des choses qu'il a déjà vues, et ainsi de suite. Mais par contre, quand on fait un prototype, on appelle ça aussi un wireframe. D'accord? Donc, Le prototype, c'est pareil, je pense, non? pardon? Le POC et le prototype, c'est pareil. C'est pareil, ça rejoint le même objectif en tout cas. D'accord? Donc, d'ailleurs, par exemple, pour les startups en fait, qui sont dans la phase surtout de levée de fonds, donc c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, les startups qui ont un POC, donc qui ont un prototype de leur application, ont plus de chances de convaincre les investisseurs parce qu'ils vont toucher au projet. D'accord? Donc, on va y revenir en détail. On va même, si vous voulez, en homework toujours, je vais pouvoir vous donner quelques outils de prototypage pour vous amuser avec, donc essayer de manipuler, de créer des choses. Donc, je vais vous montrer le travail que je fais pour mes projets en agence pour mes clients. Donc, effectivement, ça me facilite énormément la tâche, ça réduit le nombre de réunions qu'on aura à faire avec ce client-là et il n'y aura pas donc il y aura pas de malentendu parce qu'il a compris la chose présentée sur un PowerPoint autrement que ce que je voulais en fait lui véhiculer. D'accord? Donc, pour revenir au design thinking, donc design thinking est une méthodologie de réalisation de problèmes complexes, donc entre autres, centrée sur l'utilisateur, qui est lui-même, donc que ce soit interne ou externe. Donc, est basée sur l'innovation comme source de solution. D'accord? Donc, il est utilisé par les plus grandes marques du monde comme Apple, Google ou Microsoft et enseigné dans les plus prestigieuses universités. Donc, il s'agit donc d'une approche très populaire, mais de quoi s'agit-il concrètement? D'accord? Donc, c'est ce on essaiera de voir ensemble, que ce soit sur le reste de la matinée ou au début d'après-midi. Donc, le design thinking est un processus itératif de résolution de problèmes. Donc, itératif il y a donc des itérations, des versions, d'accord? Donc, de résolution de problèmes efficaces et adaptés qui se basent sur la compréhension des besoins et des problèmes de l'utilisateur. Donc, on va donc se ressourcer en fait des insights des utilisateurs. Donc, nos utilisateurs, dans le cadre d'un projet, c'est notre équipe projet et éventuellement les données collectées sur les réseaux sociaux de la part de nos clients et on va brainstorming. Donc, c'est une suite logique de brainstorming. Donc, on va essayer de trouver les meilleures idées, les meilleures solutions, les meilleurs concepts
pour transformer un processus qu'on a soit en interne ou en externe et le digitaliser. D'accord? Donc, pour rester dans le cadre de la transformation digitale. Donc, l'objectif de cette démarche est de trouver des solutions innovantes aux vrais problèmes des utilisateurs, donc usagers ou clients, et offrir des solutions pertinentes sous forme de produits ou de services. Donc, moi, en tant que, donc, au début de ma vie, j'ai été commercial. Et donc, donc le fait de se faire rembourser sur mes notes de frais, donc pour aller voir mes clients, j'engageais des frais, des invitations au resto, au café, du diesel, l'autoroute et ainsi de suite. Et le processus de remboursement des notes de frais, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, était trop lent. Donc, il pouvait prendre tout un mois. Donc, pour présenter ça à l'administration, faire valider ça par les différents responsables, que ça atterrit chez le comptable pour vous faire le chèque et ainsi de suite. Et donc, effectivement, c'est un malaise des utilisateurs qui sont les commerciaux. Donc, le fait de transformer ce processus en application mobile, donc on gagnera en instantanéité parce que dès que le commercial donc fait entrer ses coûts sur l'application, ça atterrit directement chez tous les preneurs de décision, donc toutes les parties prenantes, et le processus est beaucoup plus rapide. D'accord? Donc, ça doit répondre à des problèmes réels. Donc, je vous ai cité cet exemple pour vous illustrer en quelque sorte l'idée. D'accord? Donc, il existe plusieurs modèles pour formaliser le processus du design thinking. Les plus populaires étant celui de Nielsen, donc le groupe Nielsen, je pense que vous connaissez toutes et tous, qui se décompose en 6 étapes. C'est celui qu'on va voir. Donc, dans la vidéo, elle a parlé d'un processus à 3 étapes ou d'un processus à 10 étapes. Donc, on va voir, nous, l'un des processus les plus populaires. D'accord? Donc, premièrement, l'empathie. Donc, elle l'a expliqué. Donc, pourquoi l'empathie? Parce que si on ne part pas, encore une fois, de ce que veut en fait l'utilisateur, de ce qu'il est en train de vivre, on a beau à imaginer la meilleure application de notre point de vue possible, si elle n'est pas adoptée par l'utilisateur, ça va servir à rien du tout. D'accord? Donc, la transformation digitale n'est pas seulement, donc, comme on l'a dit, une question d'outils, mais aussi et surtout d'humains qui interagissent avec ces outils. Donc, que ce soit vos clients, donc vous avez remarqué, on insiste beaucoup dessus, mais c'est effectivement la clé de la réussite de la transformation digitale. Donc, que ce soit vos clients, vos collaborateurs ou vos partenaires, il y aura toujours une cible qui sera impactée par votre projet de digitalisation. Et si vous avez développé une stratégie globale, comme nous le recommandons, donc là on parle en étant un consultant, donc en étant une entreprise c'est comme si on était en train de recommander une stratégie. Donc il s'agira de toutes ces cibles à la fois. D'accord? Donc si nous prenons le cas des collaborateurs, nous savons qu'ils seront souvent réticents à un changement forcé qui va les sortir malgré eux de leur zone de confort, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Pour remédier à ce problème et s'assurer que vos collaborateurs tirent parti de la transformation au lieu de la subir, donc ça c'est très important, adoptez le design thinking et commencez par l'empathie. Donc il s'agit donc, et aussi donc en fait, quand on adopte le design thinking, donc on les fait participer, on fait participer tout le monde dans la vision globale de l'entreprise. Et donc c'est pas une vision qui va descendre du top management, donc, mais tout le monde va participer à cette vision-là. Donc, ce n'est pas le cas encore dans la majorité des entreprises, mais il y a quelques-unes qui sont en train de changer de paradigme, donc de façon de faire. Donc, et commencer par l'empathie. Il s'agit ici de comprendre votre cible, ses besoins, ses problèmes, ses objectifs et ses objections. D'accord? Cette étape sera orientée data-driven, encore une fois, donc en fonction de la data. Donc, qu'est-ce qu'on a récolté comme information d'utilisation? Et vous devez pouvoir extraire des données pertinentes, aussi bien quantitatives que qualitatives, les analyser et en tirer des conclusions.
D'accord? Donc, une fois qu'on a commencé à adopter la bonne façon de voir les choses, qui part de l'empathie de l'autre, donc qui part de se mettre à la place de l'autre, et attention, comme l'a dit la dame dans la vidéo, ne pas réfléchir à sa place, donc se mettre à sa place, donc essayer de le comprendre. Donc vous avez analysé, donc après on passe à la définition de la bonne idée, la définition de, pas de la bonne idée, de la bonne problématique, donc le bon besoin. D'accord? Donc, une fois analysé la data analysée de notre cible à travers des outils analytiques ou encore des questionnaires et enquêtes, à présent, et sur la base des conclusions tirées, nous allons devoir définir exactement les problèmes que nous allons donc traiter dans le cadre de projets de transformation digitale. Donc, il faut retenir que c'est un processus lent et coûteux parce que ça implique un changement profond dans la structuration de l'entreprise comme on a vu et dans la façon de faire, la façon de penser et ainsi de suite. Donc, pour la réussir, il faut savoir exactement où on doit investir notre temps, notre argent, notre énergie et sur quoi nous devons agir. Donc, pour illustrer ça, il y a une petite histoire. Donc, il y a une petite blague, si vous voulez. Ça reflète en fait, ça reflète l'expertise. Donc, on dit que voilà, donc il y avait un bateau de croisière qui était tombé en panne. Et donc, tous les techniciens, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire ou pas, tous les techniciens, en fait, présents sur le bateau n'ont pas pu le faire redémarrer. D'accord? Donc, et un des collaborateurs a dit donc, au capitaine du bateau que voilà, il y avait un vieux monsieur donc sur le village où ils étaient, le village d'à côté, qui avait une grande expertise dans les bateaux et ainsi de suite. D'accord? Donc, ils l'ont fait venir et en fait, le vieux, donc il est entré, il était en train d'examiner le bateau. Il a pris tout simplement un marteau et il a tapé 3 fois sur un truc et le bateau a redémarré. D'accord? Donc, une fois qu'on lui a demandé le prix pour son intervention, il avait dit un truc comme 200 000 dollars, un truc comme ça. Donc, bien sûr que donc ils ont trouvé ça exorbitant et ils lui ont dit, mais vous n'avez rien fait, monsieur. Vous n'avez fait que taper. Donc, il leur a répondu, il faut savoir où taper. Donc, effectivement, toute l'expertise et de savoir où taper. Donc, en fait, toute la démarche de savoir où investir l'argent et l'énergie, donc quelles sont les choses en fait donc, qui ont le plus de valeur ajoutée et qui vont faire effectivement que le projet de la transformation digitale va réussir ou pas. D'accord? Donc, effectivement, donc, nombreux sont les dirigeants qui pensent qu'ils connaissent les problèmes opérationnels de leur organisation et partent du principe que puisque la décision vient d'en haut, le choix de la solution aussi. D'accord? Donc, c'est une logique qui peut, donc, justement, qui peut mener à investir sur des solutions très coûteuses qui ne vont jamais être utilisées. Donc, mais une transformation digitale sérieuse suggère la maîtrise des problématiques réelles et la priorisation des champs d'intervention. D'accord? Donc, on a plein de façons de faire pour justement définir les bonnes choses donc, ou investir notre effort. Donc, effectivement, on a des techniques en développement informatique qu'on peut aussi adapter à plein d'autres types de projets. Et donc, effectivement, surtout le premier document, c'est qu'on va élaborer ce qu'on appelle un référentiel des exigences. Donc effectivement, on va élaborer un document où on va définir en fait toutes les exigences que
que doit avoir en fait notre projet de transformation digitale, donc notre future solution, notre futur projet, notre future façon de faire. Et donc, ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des choses aussi banales que le changement, par exemple, d'un mot de passe ou la récupération d'un mot de passe, d'une notification. Et on va lister en fait toutes les choses, les exigences qu'on doit avoir sur notre projet. D'accord? Donc, quand on fait ça, on facilite énormément le travail qui va suivre. Donc, on va lister. Donc, moi, en tout cas, je le fais très souvent avec mes clients. Et encore une fois, à côté, en fait, du prototype qu'on va voir tout à l'heure, c'est les deux documents à la fois. On ne laisse pas en fait, de possibilité de malentendu. Donc, chaque clic, en fait, sur un bouton, on a une description détaillée du comportement qu'il y aura derrière et effectivement des exigences qu'il faut adopter pour donc effectivement satisfaire et donner en tout cas la meilleure expérience utilisateur pour que ce soit pour notre client ou pour notre collaborateur. Donc sur les projets typiquement informatiques, on a aussi ce qu'on appelle un dossier de spécification fonctionnelle. C'est là où on va mettre que voilà, on doit par exemple, si on cite l'exemple d'Instagram, on doit pouvoir liker une photo ou une vidéo, on doit pouvoir la partager. Est-ce qu'on a le droit de la partager en dehors du réseau social ou uniquement en interne, et ainsi de suite. Donc, toutes les spécifications fonctionnelles, donc liées au fonctionnement justement de notre application, de notre projet, vont être dans ce type de document. Donc, pour la prochaine fois, je vais vous chercher un exemple de l'un de mes projets. D'accord? Donc, mais avant tout ça, on commence, surtout dans le cas en fait de projet digital, donc de transformation digitale, on commence par ce qu'on appelle une mind map. Donc, on va faire une carte, donc carte de l'ensemble en fait que ce soit des rubriques en fait de mon application, de mon processus, de mon projet, ou tout simplement de mes idées. Donc, et voir les interdépendances. Donc, encore une fois, il y a énormément d'outils en ligne, que ce soit des applications ou des outils desktop. Effectivement, on cite Mind Map, Mind Manager, et ainsi de suite. Donc, pour faire ça. Donc, aussi, comme l'idée de Trello, c'est quelque chose qui peut vous servir aussi dans votre vie personnelle. D'accord? Donc, c'est une excellente idée d'organiser nos idées et nos priorités. D'accord? Donc, à travers un rubricage détaillé de l'ensemble, en fait, des étapes de mon projet, et surtout si c'est un truc digital, de l'ensemble de la cinématique de navigation, donc on va dire, et donc du rubricage de mon application. On va le voir, vous allez plus le comprendre quand on va aborder les storyboards, donc les prototypes, et vous allez pouvoir mieux comprendre de quoi on parle. D'accord? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va reprendre en après-midi pour discuter, donc entrer en détail sur le reste de notre sujet. OK? Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, bon appétit tout le monde. également. Donc, et à tout à l'heure. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'être à 14 heures. Donc, pile comme ça, on a le temps d'avancer.